Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 12 de Koh Lanta, la tribu maudite. Un épisode qui a divisé pour des raisons très différentes, mais qui a aussi satisfait beaucoup de monde, donc pour des raisons différentes aussi. Un épisode où il s'est passé beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on revienne, et je pense que ça va être un épisode assez complexe à analyser parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de choses qui en fait je pense que tout le monde n'y a pas trouvé tout ce qu'il voulait y trouver et moi-même je n'y ai pas trouvé tout ce que j'espérais y trouver. Donc si je devais résumer, c'est un épisode qui en tout cas a fait des choix un peu étranges, mais on va en parler. Le mot étrange ne veut pas dire que c'est forcément mal, forcément bien, c'est neutre, parce que il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins, donc vraiment ça va être une review assez riche je pense. Je vous remercie comme chaque semaine évidemment pour la fidélité pour les reviews de la semaine dernière a extrêmement bien marché, on a dépassé les 10 000 vues et facilement, je vous en remercie, ça a été un excellent démarrage pour la chaîne, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos discussions etc, c'est vraiment super intéressant, voilà cette saison en tout cas au moins on s'éclate, on passe des bons moments sur les vidéos et ça c'est plutôt cool et voilà, là on va voir un petit peu ce qu'on va en dire. Alors, parlons donc tout de suite du... Et donc évidemment, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, qui je pense, voilà, va diviser. Ce que j'ai vu sur Internet, en tout cas, ça divise un peu. Alors, déjà, c'est un épisode qui, pour moi, était bien rempli. Il faut le dire. C'est un épisode où je ne me suis jamais ennuyé. Ça c'est contrairement à un épisode récent, je vais pas y revenir, qui était formidable selon certains, qui était une purge selon moi, celui-ci était rempli. Il y avait quand même eu 3 épreuves quand même, un confort assez sympa, des discussions, des vraies stratégies, contrairement aux autres fois où ça discutait pour rien. Là ici, il y a vraiment eu des choses intéressantes. Bref, un épisode complet, un épisode sur lequel en tout cas, je ne ressors pas déçu par rapport au contenu. C'est-à-dire le contenu proposé par la production a fait en sorte que cet épisode soit suffisamment rempli pour me remplir et pour faire en sorte que je m'éclate devant la soirée et que je ne sente pas l'épisode passer. Et pourtant ça démarrait mal pour moi, parce que j'étais extrêmement fatigué hier, j'étais épuisé. Voilà, en fait je viens de reprendre après les vacances, vous allez me dire le mec vient de reprendre et déjà épuisé, c'est pas normal. Oui, alors je vais pas mentir là, ce redémarrage a été un petit peu rude, pour ne pas dire difficile. Et donc je sais pas, mais mardi soir j'étais épuisé, éreinté, j'étais fatigué, j'arrivais pas à m'y remettre quoi en fait. Et ce qui fait que quand je suis arrivé à la maison, j'avais un peu, voilà, j'étais fatigué, je regardais ça j'avais peur de m'endormir. Bon bah je me suis pas du tout endormi, au contraire j'ai été stimulé, il s'est passé plein de choses et donc ça m'a maintenu tout à fait attentif sur l'épisode. Donc là-dessus c'est une grande qualité de l'épisode, parce que franchement c'était un vrai défi. Si l'épisode avait été pourri, genre l'épisode il y a 2 semaines, 3 semaines, c'était 3 semaines, je me serais endormi comme pas permis. Alors, l'épisode démarre donc comme d'habitude avec le récapitulatif de ce qui s'est passé lors du conseil. Je vais parler de quelque chose dont je n'ai pas parlé dans la review parce que je l'ai tourné avant que les gens me fassent la remarque, que ce soit sur Twitter ou ailleurs. C'était sur le vote de Thibaut qui a été fait, puisque certains ça a interpellé, puisqu'on ne comprenait pas tellement, et surtout moi, par rapport aux propos de Thibaut tenus contre Maxime, que Thibaut n'ait pas voté, lui précisément, contre Maxime. Son explication m'a laissé pantois. Puisqu'il a communiqué sur Instagram pour dire que c'était une volonté en tout cas de split les votes ou je ne sais pas trop quoi. Je n'ai pas tellement compris le raisonnement, pour être tout à fait sincère avec vous. Je ne comprends pas. Donc un raisonnement que je ne suis pas vraiment capable de comprendre me laisse un peu perplexe, et surtout de sa part qu'il y ait une volonté de split les votes, pourquoi pas, mais son vote à lui, alors qu'il est vraiment vent debout, debout sur la table, contre Maxime, le fait qu'il n'ait pas fait ce choix est un petit peu étonnant. Donc la justification m'étonne, je ne suis pas capable vraiment de vous l'expliquer outre mesure. L'important c'est le résultat final et Maxime s'en allait. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu étrange. Et donc ça n'a pas été repris. Alors je vais quand même aller dans son sens parce que ça ne sert à rien de critiquer quelque chose que je ne comprends pas. Si ça avait été quelque chose de polémique, c'est-à-dire un vote que même les candidats eux-mêmes ne comprennent pas, il est évident que certains candidats de l'équipe seraient allés voir Thibaut en lui disant « Thibaut, mais qu'est-ce que t'as foutu, tu fais n'importe quoi, l'alcool mon grand faut arrêter ». Je plaisante, mais c'est pour expliquer. Voilà, tu fais n'importe quoi, etc. C'est pas le cas. C'est ce qui va se produire pour Gustin dans cet épisode, puisqu'il va avoir des reproches sur son vote et sur sa façon dont il s'est défendu de son vote. Mais ici, Thibaut n'a pas eu ces accusations. Alors on pourrait me dire le montage, machin, etc. Je pense que s'il y avait eu, il l'aurait montré. Donc ça veut dire que tout le monde était conscient de ce qu'était en train de faire Thibaut et que ça ne choque personne. Donc si ça choque personne, ça veut dire que c'était prévu, que c'était anticipé et que donc c'était normal. Si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été remonté.
Donc on va rester là-dessus, on va partir sur ce point, parce que vu que je ne suis pas capable de le comprendre, et que le montage ne nous permet pas de comprendre, que la production ne permet pas de comprendre, les échanges avec les candidats ne permettent pas de comprendre, en réalité, donner une analyse sur ce truc-là n'aurait strictement aucun sens. Donc on va partir du postulat que c'est logique par rapport au jeu des candidats en eux-mêmes, puisqu'ils ne s'en font pas le reproche à part la suite. J'espère que ça vous convient. Alors, le démarrage part sur, on va dire, des accusations sur Gustin, un peu comme la semaine dernière, mais là c'est beaucoup plus fort, sur le fait que Gustin n'a pas assumé, entre guillemets, d'avoir provoqué d'une certaine manière, en tout cas, l'élimination de Cassandre. Je vais parler énormément de Gustin dans cette vidéo, c'est une certitude, je préfère prévenir, puisque Gustin a vraiment fait du grand n'importe quoi sur la totalité de la soirée. Je l'ai trouvé insupportable. Alors, je vous vois tout de suite dans les commentaires me dire « Maxime, tu aimes le divertissement, tu es celui qui le défend le plus ici. » Oui, bien sûr. Sauf que là, il n'y a aucune progression dans le personnage que nous a apporté Gustin. Gustin, c'est un personnage qui aurait déjà dû partir depuis longtemps, je l'ai déjà dit ici, mais les erreurs qu'il a fait auraient dû être punies depuis déjà longtemps. Qu'il soit puni seulement maintenant, c'est une anomalie, ça n'aurait jamais dû se produire. Il aurait été dans une saison avec Marc, comme je crois que je l'avais déjà dit dans une review, mais je peux le redire ici, il se serait fait découper en morceaux depuis tellement longtemps. Des propos qu'il a tenus sur les filles de cette saison, il y a quelques saisons de ça, il aurait été mis dans une boîte et envoyé dans l'océan, tellement c'était hallucinant. Et sur cet épisode, il va y en avoir d'autres. En fait, c'est complètement déraisonnable de voir à quel point il est allé loin avec son profil. C'est dingue d'ailleurs. Et c'est assez hallucinant qu'il ne soit sanctionné, et en tout cas qu'on s'estime le sanctionner uniquement maintenant, par rapport à tous ses accomplissements jusqu'à ce moment-là du jeu. C'est assez ahurissant pour ma part. Alors on va en parler parce que il va y avoir un raisonnement qui va être tenu par certains que moi je comprends, mais franchement c'est assez hallucinant. Donc, le fait qu'il n'ait pas assumé qu'il devait prévenir Cassandre, bon ça je ne vais pas lui jeter la pierre parce que comme notre ami Jacques nous avait dit aussi, ne me demandez pas de faire des promesses que je ne peux pas tenir. Cette promesse-là, de toute façon, pour moi, Gustin ne peut pas la tenir. Vous ne pouvez pas être totalement à 100% honnête dans ce jeu-là, dans un jeu à élimination dans lequel il faut cacher ses votes pour pouvoir éviter des colliers, etc. etc. Ça n'a strictement aucun sens. C'est-à-dire que faire un reproche à quelqu'un qui aurait menti, ça n'a pas de sens. Par contre, là où ce que je ne comprends pas et ce que je ne vais pas comprendre dans l'épisode, c'est que Gustin, pour lui, il n'a pas du tout mal agi. En fait, pour lui, le fait qu'il n'ait pas voté Cassandre finalement au bout du bout va lui être reproché. Et surtout, Cassandre et Maxime, en fait, de ne pas avoir participé, voilà. Et en fait, de ne pas avoir assumé qu'en réalité, il est tout à fait conscient que Cassandre allait partir et qu'il n'a rien fait pour l'empêcher. Son vote n'est pas du tout pour empêcher Cassandre de partir. Absolument pas. Il aurait pu faire d'autres actions pour éviter qu'elle s'en aille. Et alors, sa justification, qui sera sa justification de l'ensemble de l'épisode, qui n'a aucun sens, c'est de dire, si jamais je n'avais pas fait ça, j'aurais été éliminé. Mais à aucun instant, Gustin n'est dans une configuration dans laquelle il serait éliminé à la fin de l'épisode précédent si Cassandre était restée. Si Maxime avait joué son collier d'immunité, est-ce que Gustin serait parti ? Absolument pas une seule seconde. Ça n'a donc aucun sens. Et alors moi, me faire prendre pour un demeuré et pour un con pendant la totalité de cet épisode qui a duré 2 heures, mais c'était également le cas depuis déjà la réunification, puisque je vous rappelle les propos sur la traîtresse, etc. Je rappelle le manque de respect, etc. On se fait prendre pour des demeurés, pendant en plus des temps hyper longs, et donc c'est insupportable. En fait, moi j'en ai marre de voir à l'écran quelque chose qui me prend pour un teubé. Parce que là, des fois, on ne comprend même pas le raisonnement, on ne comprend même pas les éléments qui l'amènent à penser ce genre de choses, ou alors ça semble complètement lunaire sur l'épisode. Et on va en reparler parce qu'il y a des choses qu'il a dit dans les épisodes précédents qui vont se retourner contre lui, c'est absolument fabuleux. Bref, moi Gustin, il m'a pas apporté le divertissement que moi j'aime. Parce que, même si je peux reconnaître un certain divertissement dans des candidats qui peuvent être joyeux, les Namadia, voilà, les Amri, les Meissa, etc. Là, ici,
j'ai trouvé que c'était assez insupportable à suivre. Parce qu'en fait, pour moi, alors déjà, en plus, il ralentit le rythme, en plus, parce qu'il parle doucement et ça va doucement. Et puis en plus, il y a un acte de répétition. Alors cet épisode, c'était pire que tout, où il se répète en permanence. C'est-à-dire que soit il a Alzheimer, dans ce cas-là, bon, c'est une maladie, ça, on n'y peut rien, mais bon, il est assez jeune pour avoir Alzheimer, mais il va se répéter tout le long de l'épisode. Il y a un moment, je spoil tout de suite, mais il va aller voir Cassandre plusieurs fois pour lui dire la même chose. Non mais franchement c'est insupportable. Et en plus pour lui dire la même chose et pour dire à chaque fois la même connerie en plus. Donc il est même pas capable de s'auto-corriger, de se rendre compte qu'il est en train de dire des conneries. Et toutes les semaines, et le nombre de semaines là où il a tapé sur Sarah, puis sur le riz, puis sur machin. En fait il nous pousse dans une boucle infernale de sujets et de trucs dans lequel on a l'impression que c'est inexorable, on ne s'en sortira jamais. Et donc c'est assez pénible en fait de voir un candidat qui ralentit le rythme de l'émission et ralentit l'évolution. On aime bien voir l'évolution des candidats. Là, ça faisait plusieurs semaines, je dirais les 3 ou 4 dernières semaines, où on a eu l'impression de s'enliser parfois. À cause, je dis pas qu'il est seul responsable, mais en tout cas il ne l'a pas aidé, ça c'est certain. Alors donc, le fait qu'il n'ait pas assumé, etc., a choqué notamment donc Charlotte. Alors là, moi, mes bras m'en tombent, alors là, puisque Charlotte va donc à ce moment-là réaliser que Gustin n'est pas forcément un allié extrêmement fiable et que peut-être qu'il faut s'en méfier, etc. C'est que maintenant qu'elle réalise ça, sans déconner, elle a eu besoin que cette séquence se produise. Mais où elle était sur le camp depuis les dernières semaines? Elle était en RTT aux Maldives, qu'est-ce qui se passe? Sans déconner, je comprends pas. Il y a eu tellement d'événements majeurs sur le camp, des dingueries qui ont été prononcées, je n'imagine pas que là, elle réalise qu'en fait, Gustin, c'est pas forcément quelqu'un d'exceptionnel. Mais comment ils peuvent réaliser ça que maintenant? T'as l'impression qu'elle s'est réveillée ce matin et elle a vu la lumière. Ah, ça y est, le rêve divin. Elle a vu Jeanne d'Arc, elle s'est réveillée, c'est formidable. Mais sans exagérer, c'est pas possible. Comment... En fait, c'est pour ça que je dis que Gustin n'aurait jamais dû arriver à ce stade-là du jeu. En fait, son élimination, qui va arriver à la fin de cet épisode, était inéductable. Ou alors certains pourraient vous répondre, il fallait le garder comme ça, au jury final, il n'aurait jamais été élu. Bon, ça on en reparlera, mais c'est vrai que il était grand temps de pouvoir l'éliminer, même si on en reparlera pour un cas particulier. Au final, le débarrage démarre avec donc Hugo, qui annonce qu'il veut se venger, qu'il recherche la justice. Il avait un côté très Kumba, justice, comme ça et tout. Ça c'est des belles refs. Pour éliminer Gustin. Bon bah, ok, on comprend. Hugo, il y a eu la trahison, il y a eu là le retournement contre Cassandre. En plus, il a des mots très durs, Hugo, on le connaît pas comme ça, mais il a eu des mots très durs. Il parle de manipulation, il dit que il a utilisé d'une certaine manière sa bienveillance qu'elle a à son égard pour la manipuler, etc., etc. Bref, il est assez sévère et assez dur. On ne répétera jamais assez Hugo que si Maxime avait joué son colis, la situation n'aurait pas existé, quand même malgré tout, on le redira jamais assez. Et là, petit flashback, parce qu'en fait ils nous ont pas mis l'épisode dans l'ordre, un peu bizarre mais bon pourquoi pas, Cassandre et Maxime se retrouvent donc juste après le conseil et là, il n'y a pas, à mon grand regret et au grand regret des abonnés de la chaîne de longue date, un panneau débile qui vous propose de rester dans le jeu ou partir. Ah ça c'était la belle époque, ça c'était une autre époque de notre histoire. ça nous manque, qu'est-ce que ça nous manque, le panneau débile qui proposait de partir ou rester, Non, là, cette fois-ci, l'Anito, il est plus dictatorial, l'Anito. Tu vois, l'Anito blanc, lui, c'est plus un dictateur. C'est, tu vas là-bas. Bah voilà, on préfère, c'est plus malin. Bon, en fait, il est juste un support pour un message. Dans le message, on leur annonce qu'ils vont donc sur l'île maudite et qu'ils ont une chance de pouvoir réintégrer l'aventure. Et là, en fait, c'est ma faute. Ma faute, pourquoi? Parce que je pensais naïvement que, comme lors de la saison de la légende, on allait avoir un jeu parallèle qui allait s'installer et qu'un candidat qui allait sortir de l'île maudite allait pourquoi pas intégrer l'épreuve d'orientation. En tout cas, c'est comme ça que je me l'imaginais, moi, sur le papier. Grave erreur, en réalité, pas du tout. Ça a été, mais alors là, le bilan carbone de l'opération est absolument incroyable. Ils vont aller sur l'île maudite, ils vont aller faire un duel et ils vont réintégrer le jeu immédiatement. Alors, ce n'est pas une première fois, il faut le savoir, il y a déjà eu des choses où la production décide de revenir sur une décision qui a été prise pour permettre à des candidats de ressaisir une seconde chance. Alors, pour certaines personnes, c'est rédhibitoire, c'est vraiment quelque chose qui est terrible de pouvoir permettre à des candidats de revenir dans le jeu alors qu'ils ont été éliminés, on va dire, justement par leur jeu, ils ont été éliminés, ils n'ont pas à revenir. On va pas mettre le côté du truc médical dedans, on va le laisser à part. Ça c'est vraiment, parce que là on est bien d'accord que c'est arbitraire. C'est la production qui décide à n'importe quel instant du jeu de permettre à des candidats de revenir.
Pourquoi Frédéric n'a pas eu cette chance? Pourquoi d'autres candidats n'ont pas eu cette chance? Pourquoi les candidats suivants n'auront pas cette chance? Alors, il faut savoir que l'étape des binômes est une étape qui est assez injuste par hasard, puisque évidemment, il y a une personne qui va être entraînée dans sa chute par l'autre personne. Cependant, moi j'étais là en train de me dire, bon, ça veut dire que là, ils disent clairement, nous annulons les binômes. Voilà, nous annulons les binômes, il n'y aura qu'un seul départ. Et c'est dommage parce que quand même, l'épreuve des binômes, en tout cas l'étape des binômes, c'est quand même une étape assez importante. Et je trouve dommage, en fait, de faire en sorte de dire, bon, on annule ça. C'est quand même l'un des tournants, souvent majeurs de la saison, et je trouve ça dommage de l'annuler. Alors, l'annuler total. Au début, je me suis dit, si jamais ça amène une compétition parallèle, avec le fait que y a des gens qui vont intégrer la tribu maudite, puis après ils seront éliminés au fur et à mesure, etc. Et t'as une personne qui revient à la fin. Oui, il y a toujours eu ce côté, on annule l'élimination de 2 candidats, mais il y a un peu ce côté de, il va falloir que tu fasses un vrai parcours du combattant, un vrai parcours de héros, entre guillemets, pour pouvoir réintégrer le jeu. C'est quand même plus valorisant. Là, c'est juste, en fait, c'est comme si, lors d'une épreuve éliminatoire, après l'épreuve éliminatoire, on avait décidé de proposer une autre épreuve éliminatoire pour permettre à la personne de rentrer. Ça semblerait complètement dingue. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc, l'effet est pas génial. Mais c'est pas la première fois que ça se produit. Alors, on pose une question, et la question qui a été posée, c'est est-ce que la production a aussi voulu rééquilibrer les équipes et donc permettre, parce qu'ils se sont vus que ça avait fait le départ quand même de candidats d'une même couleur, et donc forcément ça pouvait déséquilibrer, et peut-être désavantager vraiment une équipe, et pour rajouter, remettre du suspense, réintégrer l'un des candidats pouvait être intéressant. Est-ce que c'est prévu depuis le départ? Peut-être aussi, on ne le saura jamais, si c'est quelque chose qui s'est improvisé sur le coup, ou qui a été anticipé de longue date en amont. Donc ils arrivent sur l'île maudite et ils vont pouvoir faire un duel. Pendant ce temps, nous, on part sur l'épreuve de confort, on n'aura pas la suite tout de suite. Vous avez donc l'épreuve de confort que vous remportez, c'est un hôtel de luxe avec un dîner, vous avez évidemment la nuit à l'hôtel, vous avez le lit formidable, le petit déjeuner, enfin bref, c'est un super confort comme j'aime le dire. Alors, je le dirai tout à l'heure. Pour info, c'était l'épreuve de la boue. Et alors là, polémique. Polémique, mais alors, je ne comprends pas, là, je vais râler, je vous préviens, je râle dans cet épisode, mais c'est pas pour autant que je l'ai pas aimé, c'est que je râle parce qu'il y a des choses qui, moi, m'interpellent. Donc là, l'épreuve de la boue, je découvre avec effroi, avec stupéfaction, avec consternation, avec tous les mots en ion que vous imaginez, que l'épreuve, ils ont séparé, je vous promets sur ma vie que ça m'a fait câbler immédiatement, ils ont séparé les garçons et les filles. Alors vous allez me dire, ah là là, il va redire encore des choses là-dessus, etc. Oh là là, il pourra nous lâcher la grappe. Mais là, si jamais les filles s'étaient retrouvées dans la configuration qui se présente là, je suis certain que ça aurait râlé. Et là, ça râle pas, c'est pas normal, ça doit râler. Qu'est-ce qui se passe? Il reste, j'ai vérifié, pour les filles, il reste 3 filles. Donc il y a 2 chances sur 3 pour les filles de se qualifier. Donc le ratio, c'est 2 sur 3. Pour les garçons, il y a 5 garçons, il y aura 2 garçons qui seront qualifiés. Et donc il y a 2 garçons sur 5 qui se qualifient, donc déjà tes chances sont défavorables. Puis ensuite, il y a 1 garçon sur 2 qui ira au confort, et une fille sur 2 qui ira au confort. On est donc bien d'accord que les filles ont plus de chances. C'est les maths, c'est les maths d'école. Elles ont plus de chances de pouvoir aller au confort. Comment cela est-il possible? Ce n'est pas normal, c'est injuste. C'est injuste. En plus, alors là, on m'a dit, mais c'est parce que, comme ça enlève le côté, les cheveux sont un avantage. Alors, sans vouloir défrayer, mais donc évidemment, les cheveux un avantage, on imagine que ce sont les femmes, donc qui sont donc avantagées pour cette épreuve. Donc en plus, en théorie, on pourrait imaginer que les femmes sont avantagées. Il s'avère que le temps ne nous donnera pas raison. Pourquoi? Parce que c'est les garçons qui vont finir premiers, c'est Ilyes et Gustin qui vont finir premiers. Gustin d'abord d'ailleurs et Ilyes en second. Qui ne sont aux dernières nouvelles, pas des femmes, et qui sont aux dernières nouvelles. Alors, Gustin a plus de cheveux, mais Ilyes, aux dernières nouvelles, n'est pas un homme très chevelu. Donc, aux dernières nouvelles, je crois que ça n'a pas fonctionné, donc ce théorème ne fonctionne pas. De l'autre côté, les filles qui vont se qualifier, c'est donc Cécile et Charlotte. Et à la fin, c'est Charlotte et Gustin qui vont, Charlotte et Ilyes, pardon, excusez-moi, qui vont s'imposer lors d'une épreuve de jet de boule de boue, voilà, qui était assez long et pas super intéressant, mais bon, c'était pas nul, voilà, c'est juste que, voilà, peut-être qu'un petit manque de suspense. Alors, chez les garçons, j'ai un peu plus aimé, parce que, je sais pas, le mano à mano Ilyes-Gustin était plus sympa. Chez les filles, je sais pas, ça m'a moins emballé, ça m'a moins emmené, parce que j'avais l'impression que c'était moins serré, peut-être, d'une certaine manière.
Alors que du côté... d'ailleurs, pareil, autre remarque, pourquoi ils les ont fait tirer ils ont fait d'abord tirer les garçons, je sais plus, ou l'inverse, d'abord les filles, puis après les garçons. Pourquoi ne pas faire tirer d'un coup? Ça ralentit un peu le rythme, mais bon, pas grave. J'ai envie de dire, il faut remplir l'épisode, c'est peut-être pas si grave. Et donc, je reviens sur ce que je disais, la séparation de ces deux groupes est donc injuste. Et si ça avait été l'inverse, qu'il y avait eu plus de chances pour les garçons d'aller au confort et donc les filles auraient été donc désavantagées, je vous aurais dit la même chose. Ce n'est pas parce que ce sont les garçons que je trouve ça indigne. Je trouve ça indigne parce que c'est pas normal. Et là, on accepte des choses. En fait, on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter sous prétexte que ça a avantagé les filles. Mais en fait, en réalité, là, vous devez changer votre prisme. Si c'est injuste logiquement, et que les mathématiques disent que c'est injuste, c'est que c'est injuste. Les maths ne se trompent jamais. Les hommes peuvent se tromper. Les maths ne se trompent pas. Et là, les maths se trompent pas. Donc c'est pas une question d'avoir un esprit qui ne va pas ou quoi que ce soit. Les maths ne se trompent jamais. Les maths ne se trompent jamais. Alors il y a un argument que j'ai vu sur Twitter et je suis obligé de le ressortir, c'est « Eh ben les garçons n'avaient qu'à pas éliminer autant de filles ». Mais là, c'est du grand n'importe quoi. Ça veut dire, on aurait très bien pu avoir, parce que par exemple ça, truc, fun fact, qui aurait été marrant, imaginez on serait retrouvé dans une saison dans laquelle il y aurait eu, à ce moment-là du jeu, donc il reste 5 plus 3, donc il reste 8 candidats, mettons qu'il y aurait eu, c'était un truc un peu étrange, 7 garçons et une seule fille. Bah la fille, elle a déjà gagné, donc elle va manger. Ah bah on joue pas, hein. Bah oui. S'il reste qu'une seule fille, mettons. Comme c'est déjà arrivé, notamment dans le Colonton Moondir, etc. On se retrouve donc avec 7 garçons et une seule fille. La fille va donc gagner par forfait. Je sais, ça fait mal. Je sais. Le côté comme ça, impitoyable, indubitable du raisonnement mathématique, c'est absolument terrible. Je comprends pas. C'est-à-dire que par exemple, si elles auraient été que deux, elles auraient fait un mano-mano, l'une contre l'autre. Bah comment on fait, vu qu'il en faut 2 qualifiés? Bah, elles sont qualifiées automatiquement. Les maths, et rien que les maths, et toujours les maths. On ne peut pas se tromper avec les maths. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, donc je reviens là-dessus en tout cas. Charlotte a remporté la victoire, qui s'est révélée depuis la semaine dernière sur les épreuves, c'est vrai que c'est assez formidable, et parce qu'elle était assez discrète jusqu'à maintenant, et Ilyes l'emporte en ayant été très performant sur le jet de boule, même si à un moment Gustin est pas loin, en fait j'étais presque déçu que Gustin ne l'emporte pas, alors pourtant il n'est pas dans mon cœur, hein, mais parce que il était devant tout le long, et puis là, au dernier moment il trébuche, et c'est Ilyes qui l'emporte. Bravo à lui, il l'a mérité, hein. Lui il a été capable de les mettre au moment clé, et sous la pression, il a été capable, donc bravo à lui. On passe maintenant à la vie de camp. Chaque semaine, il y a donc un running gag. Bah oui, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que Gustin ne provoque aucune progression narrative. Alors la semaine dernière, qu'avions-nous fait la semaine dernière? Quel sujet avons-nous abordé? Nous avions recompté le riz. Eh oui les enfants, nous avions recompté le riz car, vous le savez, il y avait un complot mondial mené par Sarah pour amener à la disparition de Gustin et le fait qu'il ne mange pas assez de riz. Jacques, lors de cet épisode, avec l'accompagnement de notre ami Gustin, va prendre la décision absolument exceptionnelle et incroyable, à votre grande surprise et à ma grande stupéfaction, décide de recompter le riz. Ils ont recompté encore le riz. Vous savez que normalement, quand on compte correctement, on recompte pas en fait. C'est-à-dire juste si vous avez rajouté un coquillage de plus, parce que Gustin, à ce qui paraît, il compte très bien, donc il rajoute des coquillages, à ce qui paraît, il compte extrêmement bien. Il compte mieux que Sarah en tout cas, donc vu qu'il compte mieux que Sarah, normalement, les comptes doivent être bons, faut pas l'inscrire à des chiffres et des lettres. Hein. Si jamais vous allez rajouter, bah vous enlevez, mettons vous avez rajouté un coquillage par repas, ça veut dire qu'il vous reste 3 coquillages de moins. C'est une soustraction, ça devrait être relativement faisable. Non, ils vont recompter le riz, voilà, ils vont le recompter. Donc Gustin, est-ce que véritablement c'est la traîtresse Sarah le problème, ou c'est le nouveau comptage et ceux qui s'occupent du riz actuellement? Voilà, on est bien d'accord. Franchement, j'ai trouvé ça hallucinant. Et alors, donc, on découvre à ce moment-là donc, que Gustin en a rajouté à chaque fois. Et en fait, il est prêt donc à le manger. Moi, ça me pose aucun problème, je l'ai toujours dit. Le riz, c'est fait pour être mangé. Alors, surtout dans la partie en équipe. Hein. La partie en équipe, le riz, si vous l'avez gagné au confort, c'est un avantage. Il faut l'utiliser comme tel. Vous êtes plus fort, vous avez plus à manger, vous devez gagner. C'est comme ça qu'il doit être utilisé. Là, vous êtes là, dans la partie en équipe. Donc, dans la partie en équipe, j'ai envie de dire...
c'est un peu la partie en individuel, pardon, c'est un petit peu différent. Mais ceci étant, c'est une décision collective. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez décidé de dépenser le riz de cette manière, si la décision collective est de faire en sorte d'utiliser tant de riz, il n'y a pas de raison d'arriver et d'être presque surpris de la part d'Augustin, qu'il n'y ait plus de riz en fait. C'est-à-dire que les maths ne peuvent pas se tromper, les amis. Les maths ne peuvent pas se tromper. Si vous avez à chaque fois rajouté un coquillage, évidemment, il n'en reste plus. Et donc, t'avais l'impression que Gustin avait l'air surpris. Et là, tu ne peux plus t'en prendre à Sarah. Parce que je suis certain, sans exagérer, que si jamais Sarah était encore dans le jeu, elle aurait été responsable de cet état de fait. Elle aurait été responsable. Ou s'il n'avait pas recompté depuis, elle aurait été doublement responsable. Là, il ne peut s'en prendre qu'à lui, mais bizarrement, on ne va pas entendre des choses absolument terribles de leur côté. Bon, tout le monde était d'accord pour le manger, donc il n'y a pas de regret à avoir, ils l'ont mangé, ils en ont profité, et donc évidemment, il n'y en aura plus. On en reparle à la fin de l'épisode. Parce que le riz, ça revient toutes les semaines, on en a ras la casquette. Là, je vous passe évidemment tout le passage dans l'hôtel, où ils arrivent, ils sont dégueulasses. Puis la boue et tout, oh là là, Seigneur. Même s'ils ont pu se mettre dans l'eau de mer et tout, mais tu te dis, non, de Dieu. D'ailleurs, ils vont manger en arrivant dans la chambre d'hôtel. Moi, je me serais peut-être douché avant quand même. Parce que là, t'es dans la chambre, espace fermé. Tu sors de 28 jours d'aventure là, avec le bois, le feu, le machin, le truc, tu dois sentir une odeur dégueulasse. Tu décides de bouffer, moi j'aurais préféré, même si je sais que c'est difficile de résister, mais je pense que j'aurais préféré d'abord me laver, et puis après le côté de « Ah, je suis là pour manger et je me régale ». Bon, ils ont préféré manger d'abord. Ils vont se voir dans le miroir. Alors Ilyes est assez surpris de sa barbe, de ses cheveux. Pareil pour Charlotte, qui est très surprise aussi de son poids aussi, etc. Bon, c'est un classique de Koh-Lanta de toute façon, donc ils vont se brosser les dents, ils vont dormir dans un lit douillet, ils vont bien manger. On verra peu le repas du soir, on verra pas beaucoup. On le verra plus le repas du lendemain matin, où il y a des fruits en grande quantité, donc hyper sucrés en plus. Enfin bref, vraiment c'est un ultra confort, un super confort, c'est vraiment un confort que tout le monde aimerait gagner. Et à ce moment-là, donc on va avoir le duel Maxime-Charlotte. Donc il faut reproduire une frise qui forme une vague dans laquelle il n'y aura pas de discontinuité avec les morceaux. Bon. C'est une épreuve assez classique qu'on a déjà eu dans Koh-Lanta, qui demande de la concentration. Et là, c'est vrai que sur le papier, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Cassandre, on avait vu qu'elle avait une vision assez pas bonne. Vous vous souvenez de cette épreuve qui était l'épreuve du puissance 4, comme moi je l'avais appelé, du morpion, vous l'appelez comme vous voulez, dans lequel il fallait faire des lignes. Et on avait vu qu'elle avait une mauvaise vision générale, voilà. Alors là, j'ai envie de dire, elle est plus face au truc, elle est plus centrée, donc peut-être que ça a aidé un peu sa vision. Mais on sent qu'ils ont galéré, parce que je crois qu'ils ont mis plus d'un quart d'heure de mémoire à un moment de Nicite, je crois que ça fait 15 minutes qu'ils sont en train de composer. Ça veut donc dire que c'est pas non plus une démonstration de la part des deux candidats, ils ont quand même eu du temps pour trouver le bon chemin. D'ailleurs, ça me fascine que ça soit aussi dur. Tu te dis, mais franchement, il n'y a qu'une seule config qui marche, il y a tellement de configs qui marchent pas, ça paraît dingue que ça soit qu'il y ait autant de configs qui marchent pas en fait. Ça paraît étrange, mais bon, bravo, il faudrait que j'analyse aussi pareil un truc mathématique, mais c'est intéressant. Donc comme ça sur le papier, c'est vrai que Maxime paraît légèrement, j'ai bien dit, légèrement favori. J'ai pas dit qu'il était favori parce que pour moi, on a tellement peu vu Maxime dans des configs assez différentes, enfin on l'a assez peu vu, et il n'a rarement fait des masterclass nulle part, etc. Je ne le voyais pas non plus ultra favori, il était légèrement favori. Bon, ça va pas se vérifier, c'est Cassandre qui va s'imposer. Alors, un peu de justice d'une certaine manière, puisque Maxime avait vraiment la possibilité de se sauver avec son collier, et il s'en va. J'ai envie de dire, pourtant, j'ai pas de problème avec Maxime, je n'ai pas de préférence forcément entre les deux, même si je préfère un petit peu Cassandre, mais franchement, il n'y a pas péril dans la demeure. Mais pour mon mental à moi, je suis plutôt content que Maxime s'en aille et que Cassandre revienne. Pour une question de Maxime avait la possibilité de se sauver et il ne l'a pas fait, il est donc sanctionné par son départ, cela me semble juste. Cassandre, elle, n'avait pas la possibilité de se sauver, il aurait fallu que Maxime voue son collier, mais en tout cas c'était pas dépendant d'elle, et donc elle réintègre le jeu, est moins illégitime que si c'était Maxime. Donc de mon côté, comme j'expliquais tout à l'heure, ça me choque pas tant que ça.
Et donc voilà, et donc là, à ce moment-là, je l'ai écrit en toutes lettres, en lettres capitales, Cassandre revient directement sur le camp. C'est-à-dire que séquence d'après, Denis, il arrive avec Cassandre et il la ramène sur le camp. Donc là, les candidats sont un peu sous le choc, y compris Gustin, et elle est rapportée sur le camp. Et je me dis, mais il n'y a pas de... Elle va pas continuer sur l'île maudite et faire un parcours initiatique un peu à la Hugo, tu vois, ou des choses comme ça. Non, c'est juste un duel. Et on revient. Et donc j'ai été déçu. Mais là, je peux pas en vouloir à la production parce que j'ai été déçu parce que moi, je m'imaginais un truc parallèle, mais qui n'a jamais été annoncé nulle part. Hein. C'est moi qui me suis imaginé ça. Mais en fait, non, c'était juste une épreuve et on revient. Et donc, ça semblait trop facile. Et donc, un peu décevant quand même. Mais après, bon, voilà, ils décident de relancer, et ça a relancé du suspense, ça permet peut-être de rééquilibrer un peu, etc. Et pourquoi pas. Alors là, évidemment, hein, c'est une intervention de la production par son mécanisme de jeu qui permet de reconfigurer les alliances. Et enfin, de redonner une chance, en tout cas, à une équipe peut-être de pouvoir retourner la table. C'est certain. Mais bon. Il y a eu parfois des retours, et des retours qui m'ont plu, donc voilà, je ne jette pas la pierre. Dans une saison où il y aurait eu un de mes chouchous qui serait parti, je sais pas, par exemple, à Amri et Meissa de la saison dernière, et il aurait possibilité de revenir, j'aurais été hyper content qu'ils reviennent. Donc je ne vais pas faire l'hypocrite en disant j'aurais pas voulu qu'ils reviennent. Donc c'est juste que ça m'a semblé, je sais pas, en fait, je m'imaginais pas ça. Donc j'ai été déçu, mais moi ça me dérange pas qu'ils reviennent. Ce qui me dérange un petit peu plus, c'est le côté de, on a complètement l'impression qu'on annule les binômes. Et ça, c'est un peu dommage. Comme je trouve que la sensation pour le téléspectateur, c'est la semaine dernière, ouais, ça servait pas à grand chose. Un peu dommage. Bon, de mon avis. Et donc, à ce moment-là, Maxime arrive à la maison du jury final en disant qu'il a été éliminé, évidemment, donc lors des destins liés. Sauf que Frédéric dit, si t'es les destins liés, comment se fait-il que je sois tout seul? Il dit, parce qu'en fait, après, on a pu avoir un duel sur l'île, et en fait, là, Cassandre a pu réintégrer le jeu, et moi, j'ai été définitivement éliminé. Puis il lui dit qu'il avait un collier d'immunité et qu'il aurait pu se sauver. Et Frédéric, il a le sourire, mais alors le rire du Joker, j'ai envie de dire, parce que vraiment, j'adore Frédéric, je crois que vous le savez, et vraiment, il m'a fait mourir de rire, parce qu'il y avait vraiment ce côté un peu à la Claude quand il avait découvert le départ des destins liés avec Théora. Et il y avait un peu ce côté de non mais c'est un truc de ouf, vous êtes vraiment trop nul entre guillemets en le pensant. Et là franchement pour lui il a dit même en fait franchement c'est trop facile pour nous s'ils jouent tellement mal et qu'ils n'utilisent pas leurs avantages comme il se doit, franchement c'est con quoi, c'est vraiment con. Et ça va nous faciliter encore plus la tâche. Bon. En tout cas, moi j'aime bien Frédéric, je trouve qu'il manque, moi j'aime bien c'était marrant de le voir. Donc arrive le malaise, Cassandre Gustin, l'explication, et la défense de Gustin qui est terrible. Il lui annonce, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je n'avais pas fait ça, c'est moi qui partais, alors que Cassandre, elle s'intéresse aux mathématiques, elle s'intéresse aux faits, il n'y a pas eu un vote contre lui, ni contre son binôme évidemment. Les maths n'ont pas tort, les amis. Elles n'ont jamais tort. Cassandre, les mathématiques, c'est la base. C'est la base des bases. Formidable. Sans déconner. C'est un épisode qui a eu envie de matraquer les mathématiques pendant tout le long. Tellement ils ont voulu faire des trucs qui n'ont aucun sens. Là, Cassandre, elle est restée sur des faits, sur le factuel. Et c'est formidable. Merci. C'est toujours le mieux. Et lorsqu'il voit revenir Cassandre, Thibaut s'inquiète. Alors il s'inquiète parce qu'il s'inquiète déjà de l'unité de son équipe. Et donc il va s'enquérir de Charlotte et après plus tard, parce que Charlotte va revenir de son confort, excusez-moi, hein, donc évidemment, il va aller s'enquérir en fait des filles, donc même Sophia aussi, etc. Et là, il découvre avec stupéfaction et consternation que les filles se sont retournées contre Gustin. Alors son raisonnement, je l'expliquais tout à l'heure au tout début, en tout cas je l'ai teasé, c'est de dire Gustin, on était bien content de le trouver quand on était dans une configuration dans laquelle on était mal parti, on était mal barré. Donc j'étais content de voir potentiellement Gustin revenir de venir de notre côté pour renverser la table. Et là je vous trouve assez ingrate, entre guillemets, de ne pas
lui reconnaître des qualités. Et c'est là qu'on se rend compte que Thibaut, auquel j'avais vu beaucoup de qualités, je l'avais cité la semaine dernière, j'ai trouvé que cette semaine déjà il s'est éteint, on l'a revu à nouveau faire que de la pêche et faire que ça, alors qu'il s'était un peu révélé la semaine dernière, là il a un peu disparu, et là j'ai trouvé qu'en plus il a l'air d'être à contre-temps, en fait il est plus du tout dans le temps, dans le timing de ce qui est en train de se passer. Ça fait déjà des jours et des jours que Gustin, il aurait dû sentir que le monde est en train de se retourner contre lui, et que là, t'as l'impression qu'il ne sent pas le retournement. Et ça c'est un peu con. Parce que d'ailleurs, Ilyes, lors d'une discussion avec Charlotte, quand ils sont à l'hôtel, il tombe des nues quand Charlotte lui dit « Ah non mais... » Parce qu'Ilyes lui dit « Bah nous on va voter Hugo. » Ilyes dit « On va voter Hugo. » C'est ça qu'il dit à la maison du jury final, enfin à l'hôtel, hein. On va voter Hugo. Et là, Charlotte lui dit « Ah non, pour info, la piste sur laquelle on est en train de se positionner, c'est d'éliminer Gustin. » Je rappelle que Cassandre n'est pas encore revenu. Enfin, de leur côté, Cassandre n'est pas encore revenu. Et donc Ilyes, il tombe de sa chaise. Genre, il aura bouffé ses fruits, il fait « Pardon ?» Et déjà, juste une remarque. Ilyes qui veut éliminer Hugo, ça peut avoir un côté surprise, puisque je vous rappelle qu'ils étaient en binôme, tous les deux, la semaine dernière. Un binôme qui a été apprécié par les fans, il y a eu ce côté un peu respect, etc., etc., preuve que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Mais soi-disant, Ilyes lui ne ment jamais et que c'est un saint homme. Bah oui, non, c'est un joueur de Koh-Lanta, ne vous laissez pas avoir, il est prêt à planquer des faux colliers, etc. Ne vous mentez pas à vous-même. En fait, juste, il a compris que c'était un jeu dans lequel, s'il veut arriver au bout, bah peut-être falloir faire des éliminations qui coûtent cher, et bah oui. Et donc là, il est prêt à éliminer Hugo. Normalement, dans un monde normal, Frédéric proposerait une élimination d'Hugo, il se serait fait crucifier. Ilyes, globalement, ça va, c'est passé assez crème. Mais je vais pas lui jeter la pierre, c'est une stratégie comme une autre, et comme moi je l'ai déjà dit, moi personnellement, au contraire, moi je suis cohérent, parce que moi, je trouve que c'était pourquoi pas un raisonnement intéressant de se dire on va essayer d'éliminer Hugo. Alors en sachant qu'Hugo a un collier, donc on sait qu'en plus on peut pas éliminer Hugo. Mais je trouve que ça peut être intéressant si l'objectif c'est de faire sortir le collier d'Hugo, et de provoquer qu'il le sorte. Comme ça, le collier est éliminé de l'équation, parce qu'ils n'imaginent pas qu'il en a deux, et dans ce cas-là, on éliminera quelqu'un d'autre par ricochet, c'est pas grave, peut-être on splittera les votes, voilà, on verra, mais en tout cas, essayer de faire tomber le collier d'Hugo. J'ai trouvé que c'était pas idiot, et donc voilà, moi je n'en veux pas. Mais j'ai connu des saisons dans lesquelles l'élimination d'Hugo, normalement, aurait fait parler, on aurait dit, machin, enfin bref, hein, mais là, c'est pas le cas. Et donc, à ce moment-là, Hugo, attention les enfants, propose une stratégie. Hugo, qu'avez-vous fait à Hugo? Qu'avez-vous fait à cet homme? Il propose une stratégie. Sa stratégie, c'est de faire croire que son collier qu'il a récupéré de la main de Maxime, il compte le garder jusqu'au dernier conseil pour s'assurer une place en finale. Et que donc il ne jouera pas lors du conseil suivant, sauf qu'en réalité, il va le sortir au conseil suivant et provoquer l'élimination de Gustin par surprise. Et en gros, l'idée de concentrer les votes contre lui. Et là, c'est là que je fais un reproche à ce qu'avait fait Maxime la semaine dernière. Maxime, il a fait ça, mais il y avait cette idée à l'origine. Puis après, il l'a pas poussé jusqu'à loin, cette idée. C'est-à-dire qu'une fois que tu lances vraiment cette idée, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et là, pour info, Hugo, il n'en a pas parlé à tout le monde, il en a juste parlé à ses plus proches, etc. Donc il n'est pas encore parti très loin. Et puis on est très loin d'avoir lancé vraiment l'offensive. Donc là-dessus, c'est bien, il lance une piste, et puis on verra comment ça évolue. Sauf qu'en fait, il va finir par se rendre compte que le monde s'est un peu retourné, et que Gustin est plus en odeur de sainteté. Et que donc il y a peut-être un coup à jouer avec Gustin. Et là, il va se produire un incident. Est-ce que c'est à ce moment-là? Je crois pas, mais je le place maintenant. Ouais, je crois que c'était maintenant, mais je ne suis plus sûr. Mais en tout cas, les candidates viennent voir Hugo, pour lui proposer cette stratégie. De lui dire, écoute, si tu sors ton collier d'immunité, tu fais croire que tu vas pas le sortir, puis tu le sors. Nous, on va pousser pour que ça se produise, et dans ce cas-là, on en profite pour sortir Gustin. C'est-à-dire que, en fait, il a même plus besoin de mentir comme voulait le faire Maxime, etc. Enfin, en tout cas de cette manière, parce qu'en fait, il y a une unité commune, transpartisane, j'ai envie de dire, pour essayer de faire ça. Et attention, il faut se méfier, parce que Maxime s'était fait approcher l'autre fois également de la même manière, et au final, ça n'avait pas été des gens particulièrement contre lesquels il fallait croire, en fait, hein. Il fallait en douter. Donc, voilà, et le soir, on découvre que Gustin prépare le repas du riz, et il va, ou c'était le lendemain matin, peut-être, je ne sais plus,
Oui, c'était le lendemain matin, excusez-moi, c'était le lendemain matin, qu'elle utilise sa cuillère en bois et que si elle l'utilise mal, alors qu'elle n'avait même pas encore commencé à l'utiliser, elle allait la faire brûler. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Il dit, mais tu me prends vraiment pour une débile, j'ai même pas encore dans les mains que tu me dis de pas être suffisamment stupide. C'est sûr que le bois dans le feu, ça brûle. Oui, merci, c'est gentil, c'était sympa. C'était sympa de participer. Donc elle est un peu vexée et surtout, on le voit, mais vraiment, on a l'impression qu'il le dirait à personne d'autre. Et puis la manière dont il le dit, je pense qu'il ne se rend pas compte. Et donc elle va lui répondre. Elle va oser lui répondre, elle va lui dire franchement, là, tu me prends vraiment pour une idiote, c'est bon, ça fait 2 minutes, tu n'es pas le seul à être capable de faire du riz, je crois que je suis une femme assez grande et assez mature et assez, j'ai mon permis de conduire, entre guillemets, je suis adulte, je suis capable de faire du riz, je pense en tout cas en être capable, je pense que c'est pas un exploit hors de ma portée. Et de savoir se manier un objet en bois, quoi. Et donc, la réponse n'était ni violente, ni méchante, ni juste, c'est vrai que Gustin a une tendance au sujet de la nourriture, c'est tout ce qui se passe à la nourriture, d'avoir, mais alors, un comportement qui est absolument, mais je pense qu'il ne se voit pas, c'est ça qui est terrible. C'est que nous, on le voit, mais lui, il ne se voit pas, quoi. Et, comme je l'ai dit, j'ai connu des saisons où ça aurait bien râlé, bien avant ça. Mais, très bien. J'ai connu des saisons avec des Kumba, des Mohamed et tout, ça aurait gueulé. Bon, là, il s'avère que non. Mais la situation se produit, elle là, je vous promets sur ma vie, donc Gustin va dire que, avec les images que vous avez vues, que Cécile lui a mal parlé, et une nouvelle fois qu'il n'aime pas la manière dont elle lui répond. Et on n'aime pas la manière dont tu leur parles non plus, je te rassure Jean-Jacques, hein, donc ça change rien. Et il était en train, et il va être exactement dans la suite de l'épisode, on a l'impression de l'avoir vu. Sarah, c'était sa grande ennemie, qui lui avait mal parlé, qui était méchante, etc. Et ben là, ça va être Cécile. Ah, Cécile, parce que, à la séquence de la cuillère, eh bien, Cécile se retrouve complètement persona non grata, elle se retrouve pointée du doigt, elle se retrouve mis au banc des accusés, etc. Il va mais alors s'acharner sur elle, mais on voit à quel point, mais franchement il m'a fait penser à une personne toxique à des moments quand je le voyais, parce que, on en reparlera dans l'épisode, mais t'as l'impression que Sarah, ça fait déjà 3 semaines, enfin pour nous, mais ça fait déjà 10 jours qu'elle est partie, et il est encore dessus, hein. Il est encore dessus, on en reparlera à la fin. Et c'est incroyable, il a une capacité à se focus sur des trucs, et à ne rien lâcher, à vraiment être à fond, c'est absolument terrible. Donc voilà, et donc j'ai trouvé ça hallucinant comme passage, mais bon. Les ex-jaunes, ils vont voir Hugo, donc comme je le disais tout à l'heure, pour éliminer Gustin. Donc en plus ça tombe bien, c'est-à-dire que Hugo n'a même pas besoin de mentir, etc. Tout le monde est d'accord pour le faire tomber, parce que je vous parle même pas de toutes les interventions évidemment de Gustin qui essaie de se rabibocher avec Cassandre, qui sont absolument incroyables. Donc Cassandre va même dire d'ailleurs, Gustin me prend pour la pigeonne ultime. Oui, je te rassure, c'est vrai. Il va y avoir le petit instant pêche de Thibaut. On va découvrir que le camp est infesté de rats. Il y a déjà eu des problèmes, hein, des fois d'hygiène sur le camp. C'est pas la première fois que ça arrive. Parfois avec des problèmes avec du poisson qui était resté ou des choses comme ça. Et là, voilà, il y a des rats qui restent. Quand on sait que Ilyes dort la bouche ouverte, ça fait flipper. Et le lendemain matin, Gustin il revient à l'attaque sur Cassandre pour éliminer Cécile en lui disant ne t'inquiète pas, parce que Cécile lui a trop mal parlé, elle lui a trop mal parlé parce qu'elle lui a dit qu'elle savait se servir d'une cuillère. C'est du foutage de gueule à un niveau extraordinaire, mais je comprends pas, mais bon. Il va lui dire je n'ai qu'une parole. Je pense que la question d'unité n'est pas bonne dans cette phrase. Je n'ai qu'une parole, il faut changer l'unité. Donc elle va halluciner. Il lui propose des alliances qui n'ont ni queue ni tête. Elle comprend rien. Et elle va même dire, mais il est complètement fou, il est prêt à dire n'importe quoi pour se sauver des 11 parce qu'il sent bien que la situation est peut-être en train de lui échapper et de se retourner. Oui, la situation est en train de se retourner, mais en vrai, il a encore son destin entre ses mains puisque l'épreuve d'immunité n'a pas encore eu lieu. Et on part à ce moment-là vers l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, c'est une épreuve à double tranchant. Vous avez ceux qui vont remporter la victoire,
qui vont donc, enfin celui qui va remporter la victoire, pardon, ou celle qui va remporter la victoire aura un totem d'immunité, et la dernière personne aura un vote contre lui ou contre elle lors du prochain conseil. J'aime bien quand ils font ça. Je l'avais déjà dit, je crois, lors d'une épreuve précédente, que je trouvais que c'était dommage de ne pas l'avoir fait. Parce que ça rajoute, ça permet à une épreuve de durer plus longtemps et de rajouter des enjeux, ce qui est toujours sympa. Moi en tout cas ça me dérange pas, surtout que des fois ça n'a aucune incidence, comme là ça n'en aura pas, mais des fois ça peut en avoir. Donc un vote de plus ne changera jamais rien. Par contre, entre guillemets, ça n'est jamais le tournant. Par contre, ça peut rajouter des éléments dans le jeu et ça ne me dérange pas. Et à ce moment-là, l'épreuve d'immunité, c'est il faut transporter des plaquettes sur une sorte de petits trucs en bois comme ça, et en fait il y a un parcours d'obstacles, et puis une fois que tu as posé tous tes trucs, il faut faire un chemin avec des traits, il faut que le chemin ramène à la sortie, et il n'y a qu'un seul chemin possible. Alors bon, ok, pourquoi pas, alors je veux bien, voilà, c'est une épreuve qui a été un peu celle qu'on a eu un peu avec Cassandre, donc ça faisait un peu redite de deux épreuves qui se ressemblent dans une forme de logique sur le même épisode. C'est peut-être pas génial, mais bon, c'est pas si grave, surtout que les autres l'ont pas fait, hein. Il y a que Cassandre et Maxime qui l'ont fait. Et là, il y a ce moment marrant de Hugo qui, en quelques secondes, enfin en quelques minutes en tout cas, arrive à faire l'énigme. Il appelle Denis. Denis! Et Denis il fait non mais il y a rien du tout là, ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Il lui a tellement, mais alors là c'était le respect, il l'a mangé. Hein. C'était il avait rien à foutre. C'est vraiment mais non mais enfin Hugo, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. C'était la bienveillance, il connaît pas. C'était vraiment marrant, ça m'a fait rire, hein, ça m'a fait rire. Il y a un mano à mano, Charlotte, Gustin. Ça c'est le duel de fin, voilà. Et on sait que Gustin est est dans une situation défavorable. S'il trouve le totem, s'il récupère le totem, pardon, ça change complètement les plans de tout le monde. Et évidemment, on retombe peut-être dans une configuration différente. Et là, la suite de l'épisode n'aurait eu strictement rien à voir. Donc ça se joue à rien. Et ça se joue tellement à rien que ça se joue presque à 10 secondes. Juste le temps que c'est Charlotte qui va parler la première et qui va lever la main. Elle dit « je suis prête ». Gustin, mais quelques secondes après, va dire « je suis prêt » et il a raison. Et donc c'est bien Charlotte qui s'impose et qui remporte le totem. Et Gustin est deuxième. Ça aurait complètement changé l'épisode, évidemment, si Gustin l'avait eu. Mais bon, voilà, ça se joue des fois à rien. Et là, ça s'est joué à rien. On se souvient d'épisodes de Peck Express qui sont joués à un pied. Hein. À ce moment-là, donc, on va avoir un mano à mano à la fin entre Cassandre et Jacques. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne connaissais pas bien les atouts de Maxime sur l'épreuve des vagues. Et en fait, on voit que Cassandre, non, sur ce genre d'épreuve, en fait, elle n'est pas si extraordinaire que ça. C'est juste qu'elle est meilleure que Maxime. Mais Maxime, en fait, en réalité, il ne doit pas être si excellent sur ce genre d'épreuve. Vous voyez, elle n'était pas favorite. Mais en fait, Maxime n'est pas très bon. Et là, on l'a revu parce que, à l'ensemble, elle n'est pas extraordinaire. Mais c'est Jacques qui s'en va. C'est Jacques, en tout cas, qui perd, pardon, et qui aura un vote contre lui. Jacques a sa réaction. Il y a un peu ce côté de « ouais, je suis nul, j'y arrive pas », comme il nous avait fait lors du tir à l'arc. Il se dévalorise quand même beaucoup. Je trouve ça dommage parce que moi, je reconnais beaucoup de qualités à ceux qui se donnent à 200%. Et je sais pas si vous avez regardé pendant l'épreuve, mais moi ça m'a sauté aux yeux. C'est pas un candidat qui râle, c'est pas un candidat qui est dans l'échec, c'est un candidat, il a tout donné. Si vous regardez sur l'épreuve, vraiment il fait de son mieux, il essaie de se donner à 200%, il lâche rien, on voit que dans le mental, dans le truc, il essaye vraiment de son mieux. Il y arrive pas, mais j'ai vu beaucoup de gens se moquer. Évidemment, et dire il est vraiment nul, il est pitoyable, il marche, enfin pitoyable, les gens sont pas allés jusqu'à cet excès, mais vraiment pour le dévaloriser. Moi, c'est un candidat que j'aime bien, voilà. Alors oui, il n'est pas le performant sur les épreuves, mais pour autant, je lui reconnais toutes les qualités que doit avoir un aventurier de Koh-Lanta. Et il se donne à fond, il ne cherche pas d'excuses, il essaye des choses sur le camp, il discute, il lance des stratégies, il lance des choses, etc. C'est un bon aventurier, c'est pas un mauvais aventurier parce que c'est pas Claude. Tous les aventuriers ne sont pas susceptibles d'être Claude, et c'est pas parce qu'on n'est pas Claude qu'on gagne pas le Koh-Lanta. Ça s'est tellement vu les dernières années, c'est pas parce qu'on gagne pas toutes les épreuves qu'on n'est pas susceptible de gagner. C'est quelqu'un qui est intéressant, qui apporte des choses à la saison, et moi je suis pas du tout à le descendre de cette manière. Mais c'est vrai que là il commence à se descendre tout seul, et est-ce que ça pourrait pas lui coûter cher lors du jury final à force de s'être descendu, s'il se retrouve face à quelqu'un qui s'est moins défendu?
J'ai peur que par exemple s'il se retrouvait devant le jury final, qu'il se descende tout seul. S'il te plaît, ne fais pas ça Jacques. Voilà, si t'en es là, t'as pas à t'excuser, et voilà, il a perdu, c'est arrivé au meilleur d'entre nous. Je veux dire, Martin, je l'ai vu se liquéfier littéralement devant une épreuve, alors que Martin, je le considérais vraiment comme l'un des plus grands aventuriers, et se liquéfier sans raison devant une épreuve dans laquelle il était complètement perplexe. Donc voilà. Donc c'est pas... Voilà, on peut avoir des jours sans, mais bon, c'est vrai que Jacques, en tout cas, et c'est vrai que c'est pas le meilleur sur les épreuves, ça faut être honnête. Mais ce serait pas la première fois que quelqu'un qui est pas bon sur les épreuves va très loin dans Koh-Lanta, voire même le gagne. Hein. Pas la première. On va avoir le portrait de Charlotte à ce moment-là. Bon, il n'est pas super intéressant, on va surtout découvrir que c'est une médiatrice jeunesse et qu'elle fait de la boxe et qu'elle a l'air de pouvoir dérouiller des gens. Bravo, voilà, ça a l'air sympa. Et là, Gustin va emmener Jacques dans la forêt pour essayer de le corrompre avec une coco, pour essayer de le corrompre et de lui faire tirer un peu les verres du nez, essayer de le ramener vers lui, etc., etc., et de savoir un peu de quoi il en est. Et en fait, il avait gardé cette noix de coco pour vraiment, voilà, un moment spécial. Et il se dit, là, c'est un moment spécial, faut que je la sorte. C'est pour les grandes occasions. T'as l'impression qu'il a sorti une bonne bouteille de champagne pour les grandes occasions. J'ai sorti un millésime Bordeaux 1992. C'est une grande année pour le Bordeaux. C'est une grande année pour le vin local. Un vin, voilà, qui a plus ou moins une trentaine d'années. C'est vraiment... un millésime extraordinaire, t'as vu, regarde, on va me trinquer l'omelette de l'amitié, comme on dirait dans Astérix. Voilà, donc bon, c'était marrant, voilà. Donc bref, une vraie corruption, enfin une tentative de corruption en tout cas. Donc voilà, mais bon, c'était marrant. Gustin, donc lui, évidemment, il est toujours focus, hein, il souhaite éliminer Cécile. Alors, le raisonnement philosophique pour éliminer Cécile, évidemment, est toujours le même. Cécile... la cuillère, quoi. La cuillère, elle lui a mal parlé, la cuillère. Sarah, Cécile... On devrait bien savoir, d'ailleurs. Qui a été la pire? Bon, on le saura à la fin. Hein, voilà, la cuillère... Peut-être que je mettrais ça comme titre, d'ailleurs. La cuillère de la discorde. Ça, c'est un titre de film, de roman pourri, tu sais, genre... La cuillère de la discorde. L'énigme de la cuillère. Le futur Sherlock Holmes, c'était. Voilà, la cuillère maudite. Bon, en tout cas, à ce moment-là, bon, on part là-dessus. On sait, nous, en tout cas, qu'il y a toujours quand même le vote contre Gustin qui traîne. Et Ilyes et Thibaut, eux, ils veulent voter et éliminer Cassandre. Pas Cécile. Alors pourquoi? Parce qu'elle est dangereuse sur les poteaux, parce qu'elle a des petits pieds d'après ce que je peux comprendre en tout cas, et qu'elle serait meilleure que Cécile, et que Cécile ça sert à rien de vouloir l'éliminer. Aujourd'hui, elle n'est pas si exceptionnelle sur les épreuves, donc on peut prendre le risque de la garder un peu plus longtemps. J'ai envie de dire que Cassandre était dernière sur l'épreuve d'avant, mais bon. En tout cas, le raisonnement se tient pour les poteaux, pourquoi pas. Et comme ça, ils veulent protéger Gustin, faire en sorte que Gustin ne soit pas éliminé. Et là, ce que je n'ai pas compris, mais je ne comprends pas, c'est Sophia, qui à ce moment-là va déclarer: j'en veux aux garçons de ne pas voter Cécile plutôt que Cassandre. Et alors, ma remarque c'est, mais qu'est-ce que ça change pour les filles que les garçons décident de voter contre Cassandre ou contre Cécile? Ça, j'aimerais comprendre. Là, j'aimerais comprendre le raisonnement philosophique qui fait que ça change quelque chose. Si les garçons votent tous contre Cassandre, vous votez tous contre Gustin. La fin est la même. La fin est la même. Gustin est éliminé. Quel est l'intérêt, enfin, je ne voyais pas l'affaire d'État que c'était de voter plutôt Cassandre que plutôt Cécile. Je ne voyais pas Vous n'alliez pas, vous les filles, voter contre Cassandre. De toute façon, vous alliez voter Gustin. Qu'est-ce que vous venez nous casser les couilles? Non mais c'est vrai, j'ai pas compris l'intérêt de venir bourrer le mou à Thibaut, à Ilyes, à tout le monde pour leur dire mais ne votez pas Cécile. Ne votez pas Cassandre, votez Cécile. L'objectif, c'est d'éliminer Gustin. Quel est le rapport entre ces deux informations? Il n'y en a pas. Donc je comprenais pas. Et alors, bon, enfin, j'étais surpris. Je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi elles veulent faire ça. Pourquoi en fait ça? J'ai l'impression que le raisonnement ne tient pas vraiment et bref, j'étais assez surpris et en fait, ça leur tenait vraiment à cœur que le vote soit plutôt contre Cécile que contre Cassandre. Mais je comprenais pas tellement.
quel intérêt stratégique avait cette information et ce moment pour Sophia, je ne voyais pas tellement. J'ai envie de dire plutôt l'intérêt qu'elle devrait en tout cas avoir, c'est de se dire, une fois qu'ils ont choisi un prénom, comme ça on est sûr, si on veut voter, si on veut utiliser un collier ou si on veut forcer qu'il y ait un collier qui sera utilisé, ce qui sera le cas, comme ça au moins on est sûr de la position. Créer du doute pour dire peut-être qu'il faut voter contre ci, contre ça, c'est pas vraiment le jeu là à ce moment-là. Le jeu à ce moment-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait un collier qui soit joué. Donc de toute façon, il faut plutôt s'assurer d'une certitude plutôt que créer du doute. Ça me semble plutôt logique. Bon. Je trouve ça un peu surprenant. Et donc, à ce moment-là, on va partir au conseil. Je vous passe, évidemment, le Gustin qui a tenu la jambe de Cassandre tout le long de l'épisode, plusieurs fois pour lui dire « Mais non, ne t'inquiète pas, en réalité, si je ne te l'ai pas dit, c'est que j'allais partir. » On comprend toujours pas. Et à ce moment-là, on a le conseil qui démarre et Denis qui pose la question fatidique. Alors, où en sont les réserves? Les réserves de riz, évidemment. Et Gustin prend la parole, le Premier ministre responsable évidemment du ministère de l'Alimentation sur le camp, et il déclare « Demain, il n'y aura plus de riz ». Voilà. Et donc Denis pose la question « Alors, il y a eu un problème de comptage ?» Bah non, ils ont recompté Denis. Ils ont recompté Denis. Nous avons été témoins, ils ont recompté 10 fois, ça va, tu vas pas leur redemander de recompter s'il te plaît, ne recomptons plus ce riz, s'il te plaît, ne leur demande pas de recompter, plus jamais recompter ce riz, foutez-nous la paix avec le recomptage du riz, ça suffit, merci Denis, oui il y a eu des problèmes avec le comptage du riz, on ne recomptera pas le riz. C'est bon, les votes sont clos, Denis. Les votes sont clos. J'ai fait venir un huissier, c'est terminé. Je ne veux plus qu'on le recompte cette saloperie de riz. Arrête de vouloir faire en sorte qu'on recompte ce riz. Denis, tu joues contre nous. Tu joues contre mon équipe, Denis. Ce n'est pas possible. S'il te plaît, fous-nous la paix avec le riz. Bref, donc Denis il est concerné évidemment. Oh là là, il n'y a plus de riz. C'est une catastrophe. C'est terrible, etc., etc. Il n'y a plus de riz. Il n'y a plus de riz, il n'y a plus de riz. Mais la responsable, c'est Sarah. Ne l'oubliez pas, la responsable, c'est Sarah. Le fait qu'il n'y ait plus de riz, c'est Sarah. Évidemment, c'est Sarah. Toujours, c'est toujours elle, de toute façon. Ça peut être que elle. Ou alors, c'est la... Hein? C'est la cuillère. C'est Cécile la cuillère. Oh là 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 là. Bref. À ce moment-là, tout le monde va voter. Et là, Hugo sort son collier d'immunité, mais en disant « Je ne le joue pas pour moi, je le joue pour Cassandre. » Preuve que là, il fallait bien s'assurer quand même que les votes soient concentrés contre Cassandre. C'est là où on se dit que l'intérêt c'était quand même d'avoir un vote hyper sûr, que ça aille bien sur Cassandre. C'est pour ça que je comprends pas ce qu'a fait Sophia, je comprends pas, je m'explique toujours pas, mais bon, ça doit avoir du sens pour elle, mais moi je comprends pas tellement. Mais bon, peu importe. Hugo donc joue son collier pour Cassandre. Cassandre, à ce moment-là, elle fait, ce qui est très étonnant d'ailleurs, parce qu'elle va dire, non mais ne fais pas ça. Elle dit, bah attends, la semaine dernière, tu rêvais que Maxime le fasse, et là, Hugo le fait, et tu n'es plus d'accord avec ça, mais prends-le, s'il te plaît. Parce que là, en gros, c'est juste, on rétablit l'erreur de la semaine dernière, hein, c'est ce qui va se produire. Donc Jacques va avoir un vote, mais c'est normal, c'est le vote noir. Enfin, le vote noir, pardon, le vote de l'épreuve, excusez-moi. Gustin va avoir 4 votes contre lui, Cassandre, 4 votes contre elle, 2 votes contre Cécile. Donc à ce moment-là, quand je vois les configurations des votes, je dis, je comprends même plus ce qui se passe. Il n'y a pas 6 votes contre Gustin. Ils n'ont pas pris la décision d'aller mettre des votes au maximum sur Gustin. Et là, je me dis, mais regardez, quand même, la configuration est terrible. Alors, il a sorti son collier d'immunité. Tant mieux, parce que ça a été décisif. Il a bien fait. Mais s'il ne l'avait pas sorti, ça aurait fait 4-4. On aurait dû revoter. Et j'aurais bien aimé savoir, les 2 votes qui sont donc contre Cécile, vous auriez voté quoi? Vous auriez voté Cassandre? En fait, ça veut dire que les filles qui se sont plaintes de Gustin, en tout cas si je suis le raisonnement, étaient prêtes à ne pas voter Gustin finalement. Donc on nous a bourré le mou pendant tout l'épisode pour qu'au final, au bout du bout, ça tombe un peu... Alors Gustin est éliminé finalement. Donc tout rentre dans l'ordre et tout va bien. Mais en fait, tout le raisonnement, tout ce qui a été tenu pendant l'ensemble de cet épisode, pour accabler Gustin, pour l'accabler, bah en fait... au final, tu as 2 votes contre Cécile, 4 votes contre Cassandre. Donc, bon, je suis assez surpris. Alors, peut-être qu'ils se sont dit, au cas où il y ait 2 colliers d'immunité, un collier Gustin et un collier Cassandre, et comme ça, c'est Cécile qui s'en va, peut-être pour assurer le coup, possible, hein. Mais en tout cas, ça illustrerait qu'il n'y a pas forcément unité, et bon, je suis assez surpris, en tout cas de mon point de vue, et j'ai trouvé que c'était assez étonnant, mais bon.
Et donc Cassandre, à ce moment-là, va faire un discours, alors je vais pas vous le résumer parce que c'est trop long, mais en gros, elle va lui dire Gustin, tu ne te rends pas compte, donc elle va lui dire évidemment toutes ses vérités, qu'il n'a pas assumé son vote, qu'il n'était pas du tout en danger, donc en plus son raisonnement ne tient pas, et que ça fait quand même plus de 2 jours qu'il me tient la jambe pour me tirer un raisonnement qui ne tient pas la route. Il était grand temps que tu t'en ailles, mon grand, et elle va lui dire je suis désolé, tu as été un lâche. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des accusations très dures qui avaient été faites contre Sarah de la part de Gustin. Et là, il y a un peu ce côté, il va trouver que c'est injuste aussi. Et il va pas du tout être d'ailleurs content qu'on le traite de cette manière. Il va en parler lors du moment facecam, là, où ils peuvent parler après l'élimination. Donc il va vraiment râler. Et à ce moment-là, justement, donc c'est Ilyes pour information qui va récupérer le vote noir. Et il va dire, donc, va dire que je suis un lâche, je suis pas d'accord. Moi je suis d'accord, je suis désolé. Moi je suis d'accord, mais pas parce qu'il n'a pas dit la vérité. Parce que ça, on est toujours amené à mentir dans Koh-Lanta, donc moi je lui jette pas la pierre. Mais par contre, sa défense pour expliquer le pourquoi du comment, le machin, le truc, ça n'avait strictement aucun sens. Aucun sens, c'était complètement lunaire. Je sais même pas s'il se rendait compte lui-même qu'il était en train de faire n'importe quoi. Et là, la masterclass, le moment magique, le moment final, si vous avez coupé votre télé juste avant la fin, vous avez été idiot, puisque à ce moment-là, il va déclarer, je vous promets que c'est vrai, j'ai failli me pincer tellement c'était incroyable, je m'en vais, de toute façon il n'y a plus de riz, donc autant que tu t'en ailles, mais tant mieux. Et deuxième chose, de toute façon, ma seule élimination, c'était d'éliminer, ma seule motivation, ma seule mission, excusez-moi, c'était d'éliminer Sarah, le reste c'était que du bonus. Ah bah ça, quelle ambition, j'ai envie de dire, à l'image de Gustin de cette saison, une ambition incroyable. C'était Sarah, puis après derrière, il n'y a eu plus rien en fait, hein. Si vous regardez, il n'y a eu plus rien. Il a éliminé Sarah, il était content de son coup, puis après derrière, c'est le riz, et puis le riz. C'est ça les accomplissements de Gustin, c'est du riz, encore du riz, agrémenté de riz, saupoudré de riz, avec une tuile de riz, et avec une sauce au riz. Et bah voilà, j'ai fait une indigestion de riz. Merci. Bref, un épisode en tout cas, comme vous pouvez le voir, où j'ai beaucoup de remarques à faire. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne l'ai pas aimé. Il s'est passé plein de choses. Là, c'est pas parce que je fais des remarques qui sont pas positives que je n'ai pas aimé l'épisode. Hein, bien au contraire. C'est parce que j'ai trouvé qu'au contraire, c'était un épisode qui était foisonnant, il y avait plein de choses, des fois je comprenais pas les raisonnements de Sophia, les raisonnements, je comprenais pas tout. Mais au moins, il s'est passé plein de choses. 3 épreuves, c'était dynamique, le confort était beau, il était cool, etc. Enfin franchement, c'était sympa. Donc j'ai passé un bon moment. Donc ne retenez pas que l'épisode était mauvais, bien au contraire. C'est plus que moi, je suis assez perplexe, comme je le disais en intro de cette vidéo, par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites dans cet épisode. Et voilà. Et j'ai hâte d'avoir vos retours évidemment dans les commentaires. Je pense que la vidéo a dû être trop longue et je m'en excuse, mais j'espère que vous me pardonnerez. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre là juste en dessous pour devenir mon gros soutien et je vous en remercie. Et je vous attends évidemment en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, vos favoris, ce que vous avez pensé un petit peu du jeu qui se déroule, voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve nous très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!